Je regarde pas. Alors, à chaque déménagement, Walter Svenen jette les travaux qu'il trouve médiocres ou trop encombrants. Raoul Ebréard a soigneusement scié une de ses sculptures en 1997. Il en a fait des étagères. En 1953, Robert Rauschenberg a jeté dans l'Arno les invendus d'une exposition qu'il avait faite à la Galerie d'Art Contemporain de Florence. En 1989-90, Denis Falgoux a mis un ensemble de dessins à la poubelle. Jacques Malgorn les a revus quelques jours plus tard sur un marché aux puces où ils se vendaient fort bien. Depuis cette mésaventure, Denis Falgoux détruit soigneusement tout ce qu'il jette. Francis Bacon a détruit tout ce qu'il avait fait avant 1944. Seules quelques toiles ont échappé au massacre. En 1976, Bruno Mendonça a débité à la hache des peintures réalisées entre 1973 et 1976. Il a utilisé les morceaux comme combustible à barbecue au cours d'un dîner brochette. Jean-François Demeure. Jean-François Demeure est un des premiers sculpteurs à avoir installé une de ses sculptures dans ce qui est devenu plus tard le Centre d'art contemporain de Vassivière en Limousin. Considérant que cette œuvre était contingente et inachevée, il essaie de la faire détruire depuis 1984. Pierre Soulages. Pierre Soulages brûle régulièrement les toiles dont il n'est pas satisfait dans le four de son atelier à Sète. Les voisins, incommodés par la puanteur des fumées, ont déposé plainte. Pour une exposition au musée d'art contemporain de Helsinki en 1995, Alfredo Jarre a fait imprimer 1 million de faux passeports finnois. Après l'exposition, il a dû les détruire sur ordre des autorités finnoises responsables de l'immigration. Georges Rouault. Après s'être fait restituer par voie judiciaire quelques 700 toiles qui appartenaient aux héritiers d'Antoine Vollard, Georges Rouault en a brûlé 315 devant huissier en 1948. On peut le commander sur Internet? On peut le commander aux éditions Un Certain Sens à Rennes. Ok. Et ça coûte 20 francs. Ça coûte un peu plus de 2 euros, je crois maintenant, mais guère plus. Ok. Il est peut-être à 5-6 euros, je sais pas. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette édition? Donc, c'est 99 démarches d'artistes qui ont détruit leur travail. Une partie ou la totalité. Une partie. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans ces démarches particulières? L'histoire, c'est qu'en fait, moi, je travaillais déjà depuis 3 ans sur l'économie du don. Donc, j'avais commencé à faire ça parce que je faisais de l'édition et que donc je voulais diffuser, que la façon la plus simple de diffuser, c'est comme Potlatch, la revue de Debord, machin, tout ça, de donner au lieu de vendre. C'est encore plus direct. Et puis, tu sais à qui tu donnes. Et en fait, donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Potlatch. Et dans la façon de faire le potlatch, c'est des tribus, de tribu à tribu qui se font des fêtes somptuaires et puis ils se font des cadeaux. Dans la façon de faire le cadeau, il y en a une qui est quand même particulièrement vicieuse, qui consiste à pas donner l'objet, mais à le détruire joyeusement, parce que c'est une fête, devant la tribu ou la famille à qui tu le donnes. Donc non seulement ils ont la dette, puisqu'ils ont eu un cadeau, mais en plus ils n'ont pas le cadeau. Et donc dans cette histoire-là de qui c'est qui détermine la valeur, qui c'est qui détermine à partir de quand ça coûte et qui c'est qui paye, dans cette histoire-là, le premier c'est l'artiste qui décide si ça vaut pas. Et donc j'ai commencé un peu par boutade au début à me dire on va faire une enquête, on va envoyer des cartes à des artistes en leur demandant ce qu'ils ont détruit, quand, comment, pourquoi. D'accord. Et tout ça c'est le résultat d'une enquête. Ouais. On peut dire que c'est un travail sociologique quelque part. Oui, mais un peu foutraque. Ouais. Mais qu'entends-tu par économie du don? C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux définir cette formule? L'économie du don, c'est une économie non marchande. Alors, si on en croit Marcel Mauss, qui marche sur la triple obligation de donner. Donc on se fait des cadeaux. On accepte les cadeaux, ça c'est recevoir, on est obligé de les accepter.
et on est obligé de les rendre. Sauf que dans le fait de les rendre, il ne faut pas avoir l'air de les rendre, il faut avoir l'air d'en donner des nouveaux. Donc l'échange marchand, c'est un échange qui est complètement différent, parce qu'à partir du moment où tu as payé 95 centimes ta baguette, tu ne dois plus rien à la boulangère, elle ne te doit plus rien, et l'échange, il est fini. Dans le don, il n'est jamais fini, puisqu'il y a toujours un don qui relance le don. Donc c'est une économie qui est beaucoup plus dynamique, qui est peut-être plus sournoise, si on croit Marcel Mauss. Mais on n'est pas obligé de croire Marcel Mauss non plus. Puisque si on fait plutôt référence à des philosophes, ce qui fait la particularité du don, c'est qu'il peut s'arrêter. On ne sait pas s'il y a un retour. C'est comme si la boulangère ne savait pas si tu allais lui donner 95 centimes ou pas. Elle le sait. C'est une théorie complètement impossible à réaliser. C'est une utopie. Oui et non. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est justement que la plupart de ce que je fais marche sur cette économie-là. Pour une raison très simple, c'est que de toute façon, vendre, c'est compliqué. Pour des tas de raisons. Moi, je trouve ça chiant. J'aime pas la comptabilité, donc je préfère gagner du temps que gagner de l'argent. Donc, le fait de donner les livres au début, c'était aussi une façon de résoudre cette histoire-là. C'est que tu t'embêtes pas la vie à compter combien t'as de sous et combien t'en as pas. T'en as pas de toute façon. Mais si on enlève la spéculation de l'art contemporain, il n'y a plus d'art contemporain aujourd'hui. Ah ben si, la preuve. J'ai un autre petit bouquin, parce qu'il y avait dans le même genre d'idées, il y a des artistes qui détruisent, mais il y en a plein qui donnent. Merde de rien. Enfin, t'es bien placé pour le savoir, ils n'arrêtent pas de te donner des dessins de taureau. Mais en fait, il y a le même bouquin qui existe, qui n'a jamais été édité, qui s'appelle Donner ses données, et qui recense les histoires d'artistes qui ont donné au lieu de vendre. Mais pas pour Amnesty International ou ce genre de trucs. Hein. Des œuvres où spécifiquement l'existence ne peut se faire que par le don. Il y en a plein, ça va de l'international situationniste où il y a une espèce de renoncement au droit d'auteur, puisque tu as le droit de copier le machin, même sans citer ta source. Donc ça, c'est quand même assez radical. Il y a Lawrence Weiner avec les Public Freehold, où dans la fin des années 60, la moitié de ce qu'il produit est au domaine public. Tu as González Torres, c'est l'exemple le plus connu, le plus célèbre et le plus efficace pour le coup, puisque la pièce ne peut appartenir à son propriétaire et il ne peut en jouir que dans la mesure où il la donne. Donc on ne peut pas faire plus contemporain et plus généreux. Donc c'est possible. Oui, donc tu fais quand même une différence. Tu es un fervent défenseur du copyleft. Alors je ne suis pas vraiment un fervent défenseur du copyleft, puisque je m'y suis beaucoup intéressé. Parce que effectivement l'histoire des logiciels informatiques et puis après d'Internet, parce que ça s'est encore développé avec Internet, elle remet en fait complètement en cause le fonctionnement même de notre économie d'objets, pour une raison qui est très simple, c'est qu'un objet c'est fini, ça se compte, il n'y en a pas indéfiniment, il n'y a pas indéfiniment de la matière, alors que dans l'économie virtuelle, pour le coup, plus on copie, plus ça se multiplie. Et il n'y a rien qui disparaît. En fait, dans le fameux slogan que le piratage, c'est du vol, moi je veux bien. Sauf que voler, c'est soustraire, et copier, c'est rajouter. Donc on ne peut pas me faire croire qu'une opération et une multiplication, c'est la même opération mathématique. C'est pas la même. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans le copyleft, c'est qu'à un moment donné, les créateurs de logiciels se sont posé la question extrêmement simple. C'est l'histoire de Richard Stallman. Alors je peux la raconter pour la énième fois, mais je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent. Mais elle est trop drôle. Stallman, c'est le hacker des hackers. Donc qui est un jeune chercheur à ce moment-là, au MIT, qui a en charge le bon fonctionnement, entre autres, des photocopieurs. Rank Xerox, dans un geste généreux, donne des nouveaux photocopieurs au MIT. Sauf que pour la première fois, dans la machine, il y a un logiciel propriétaire. C'est-à-dire un logiciel que tu n'as pas le droit de modifier. Stallman, son boulot, c'est de modifier les logiciels dans les photocopieurs pour qu'ils marchent.
Donc là, il n'a pas le droit de le faire. C'est pas qu'il ne sait pas le faire, il sait le faire, il pourrait le faire, mais il n'a pas le droit. C'est comme si on t'interdit de réparer ton vélo quand il est crevé, parce qu'il y a une licence sur le pneu, et que tu ne peux pas changer le pneu. Donc la réaction de Stallman, elle est extrêmement simple, c'est de se dire qu'il ne veut pas participer à ça, donc il démissionne de MIT, il n'a pas d'argent, et pour survivre, il crée le premier logiciel d'exploitation, un peu comme Windows ou ce genre de truc, donc pour faire tourner les machines, sauf qu'il le met gratuitement sur Internet, enfin sur la larve d'Internet à l'époque, et en même temps il le vend. Et à la surprise économique générale, il gagne sa vie avec, en ayant donné d'un côté et vendu de l'autre, parce qu'il y a des gens qui l'achètent malgré tout. Donc cette façon d'envisager l'économie où en fait les objets ne sont plus rares mais ils sont disponibles, à mon avis, on peut difficilement faire comme si ça n'existait pas, comme si c'était pas là. Alors, ce qui est un peu bizarre dans le monde de l'art contemporain ou des arts plastiques, c'est qu'on réfléchit toujours avec des objets plus que finis, puis qui sont réputés être exceptionnels, uniques, etc. Et que la valeur, elle vient de là. Mais peut-être qu'on peut réfléchir à la valeur autrement, comme n'étant pas de la rareté, mais comme étant au contraire disponible. Ce qui donne des objets, à mon avis, bizarres. Qu'est-ce que tu penses, pour en revenir à l'art en général, des artistes qui se soumettent à ces prérogatives des sociétés comme la SABAM? Je peux pas juger d'artistes qui confient leurs droits à la SPADEM, à la DHGP qui n'existe plus, à tout genre de sociétés qui en fait sont des sociétés dont le seul profit vient si on prend les mots de Stallman, c'est complètement privateur. C'est-à-dire que eux, leur logique, c'est une logique de capture des œuvres, mais aussi de leur contenu. Donc on se retrouve avec des aberrations qui sont que des contenus ne sont plus accessibles parce que ils sont protégés par une société. Alors ces sociétés, elles sont souvent mandatées, elles font leur boulot, pas un très beau boulot à mon avis, mais elles font leur boulot. Et là où c'est catastrophique, souvent, c'est quand celui qui a l'autorité, à savoir l'auteur, ne peut pas, parce qu'il est mort, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il le fait chier, etc., ne s'occupe pas, au cas par cas, de gérer justement son droit d'auteur, à savoir s'il autorise ou s'il n'autorise pas. Tous les droits d'auteur de type anglo-saxon, mais même le copyleft, ça marche comme ça. Enfin, j'exagère quand je dis copyleft. Disons le copyright, on reparlera du copyleft après, sont des droits qui sont fondés sur l'interdiction d'abord. C'est d'abord interdit. Le copyleft, la grosse différence, c'est que c'est d'abord permis. A priori, c'est autorisé. C'est fait pour. On peut modifier, prendre, etc., etc. Bon, il y a des tas de protocoles, mais il suffit de les respecter. Mais ce qui est d'abord protégé, c'est l'autorisation. Le copyright, ce qui est d'abord protégé, c'est l'interdiction. Le droit d'auteur, pour ça, c'est quand même beaucoup plus ambigu. Et si les artistes voulaient s'en occuper eux-mêmes, au lieu de les confier à des sociétés dont le seul boulot, c'est d'interdire, interdire parce que si tu n'interdis pas, tu ne contrôles pas. Si tu ne contrôles pas, tu récupères pas l'argent au passage. Donc les artistes devraient s'occuper un peu plus de leur droit d'auteur, puisque le droit d'auteur, en l'occurrence le droit d'auteur français, c'est un droit qui est un droit de la personne. C'est pas un droit de l'objet. C'est un droit qui est inaliénable. Donc l'auteur peut toujours agir a posteriori si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Moi je pars du principe que tout mon travail, a priori, il est entièrement disponible. Si Marine Le Pen s'en sert pour sa prochaine campagne électorale, là, évidemment, ça ne sera pas possible. Mais ça, c'est le droit d'auteur qui me l'autorise. C'est moi qui choisis. Qui c'est qui a le droit de faire quoi? Oui, d'accord, oui. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Non, c'est même... Oui, non. Le cas le plus classique, c'est le cas de l'interdiction, de toute façon. Oui. Mais ce que je trouve, oui. Moi, ce que je trouve passionnant dans les histoires de droit, c'est que les histoires de droit, c'est toujours des histoires de conflits. En l'occurrence, c'est des conflits entre deux droits qui sont
un droit commun, qui est de savoir, d'avoir accès au savoir, d'avoir accès à l'art, d'avoir accès à la culture, et un droit privatif, qui est le droit patrimonial, dont le but est au contraire de défendre les intérêts financiers de celui qui a fait, mais aussi de ses ayants droit. C'est là que ça devient compliqué, quoi. Un Andy Warhol aujourd'hui ne pourrait plus faire sa Marilyn ou ses bouteilles de Coca-Cola ou Il aurait du mal. boîtes de soupe. Il aurait du mal. Mais pour l'instant, les jurisprudences, elles ont plutôt tendance à encore autoriser qu'un artiste puisse s'emparer de l'œuvre d'un autre artiste pour une œuvre d'art. Là, toujours dans les histoires de conflit. Jusqu'à présent, il y a peut-être des contre-exemples, mais je ne les connais pas. On a toujours considéré que le droit à la création était supérieur au droit patrimonial. Que comme il y avait création d'une autre œuvre, ça se discute. Ça se discute en général beaucoup moins quand l'utilisation elle est publicitaire, par exemple, pour le marketing. Là, c'est sûr que les chiens sont lâchés. Mais parce que je pense que le grand délire actuellement, c'est le délire sur les contenus. Donc si tu as du contenu, tu as quelque chose à vendre, et que donc il faut absolument protéger le contenu. Et ça c'est marrant parce que dans l'histoire même très récente du droit d'auteur, c'est en conflit complet avec les marchands de machines. Parce que les marchands de machines, ils ont quand même tout fait, y compris la publicité, pour faire croire qu'au contraire, les contenus, ils étaient totalement libres, on pouvait tout pirater, on achetait des machines super qui pouvaient télécharger vachement vite, plein de contenus, sans le payer, surtout sans le payer. Donc c'est deux discours industriels qui, en fait, sont totalement contradictoires. Idéalement, le meilleur des mondes pour toi, à ce Possible. niveau-là. Le meilleur des mondes possible dans cette galère de droit d'auteur, ce serait ouvrir les fenêtres, les portes, tout soit permis au niveau des piratages et des... Alors non, moi je pense qu'il y a des choses tout à fait concrètes qui sont tout à fait possibles. Et ce que le numérique a radicalement changé, c'est que les contenus, ils sont parfaitement reproductibles. Bon, avec la musique, c'est flagrant. Avec la photo aussi, c'est assez flagrant, puisque tu peux reproduire. Mais à mon avis, ça, c'est vraiment de l'ordre de l'économie, de la circulation, etc. Mais je pense que l'intérêt, ce serait d'arriver à une espèce d'économie mixte, où il y a à la fois des contenus qui sont libres, mais qu'effectivement, et ça du point de vue du droit c'est exactement ça, à partir du moment où ce contenu s'inscrit dans une forme, un objet, là c'est pas la même économie. C'est une économie physique, c'est une économie finie, il y a un nombre d'objets. Donc là, toute l'histoire de la valeur par rapport à la rareté, elle est toujours valide. Ce que les gens, à mon avis, ont du mal à admettre ou à capter ou à envisager, c'est que les deux économies peuvent parfaitement fonctionner ensemble. Qu'il faut juste l'organiser. C'est pas simple, hein. Je suis pas le pape, je sais pas comment on fait, mais l'histoire de Stallman, tu vois, elle montre que c'est possible. C'est comme l'histoire de l'avion. La première fois qu'il a volé 5 minutes, voilà, c'était possible. Ok.